AG2R La Mondiale est heureux de vous présenter Face aux syndicats. Bonjour à tous, Face aux syndicats, c'est votre émission pour découvrir les associations, les fédérations, les syndicats, les organisations qui feront la sécurité de demain. Et aujourd'hui, on va parler d'un métier très intéressant qu'on ne connaît pas forcément très bien. C'est la protection physique des personnes avec Christophe Bonamy, secrétaire général de SafeProtect, qui est le syndicat des entreprises françaises de protection physique. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau. Invitation. Ouais, ravi de vous avoir. Alors, effectivement, déjà, qu'est-ce qu'un agent de protection physique? Est-ce que c'est ce qu'on appelle plus communément un garde du corps? Oui, alors ça c'est le terme un peu générique, grand public, utilisé par tout le monde. Nous, on a le terme spécifique qui est l'agent protection physique de personnes. Ouais. Donc d'ailleurs, le CNAPS a reconnu cette terminologie, puisque la carte agent protection physique de personnes. Et effectivement, c'est une personne qui est chargée de la sécurité rapprochée d'un client. D'un client, d'accord. Voilà. Qui vient soit du public, soit du privé, voilà, on va le exactement. voir. On en parlera après. Une question que le grand public se pose, peut-être pas les gens qui sont du métier de la sécurité, c'est est-ce qu'ils sont tous armés? Non, pas du tout. D'accord. Alors, évidemment, toutes les forces de l'État, eux, sont armées. Sur le domaine privé, la sécurité privée en France, il y a un peu moins d'une cinquantaine d'agents armés. D'accord. Et c'est tant mieux. Il n'y a pas forcément des besoins, pas besoin. En fonction des clients, bien évidemment. Vous-même avez été garde du corps? Oui, tout à fait. Je l'ai pratiqué pendant très longtemps et j'ai eu la chance d'accompagner un certain nombre de présidents de grands groupes français. Tout à fait. Ouais. En France et à l'étranger? Et en France et à l'étranger. On va en parler de l'étranger. Vous n'êtes pas armé aujourd'hui? Non. Tout va bien. Alors, c'est très structuré, l'armament en France. Oui, bien évidemment. On n'est pas comme aux États-Unis où tout le monde peut avoir un gun. Et on va en parler tout à l'heure. Combien d'agents sont référencés, en fait, actuellement en France? Alors, le CNAPS a délivré entre 13 et 15 000 cartes. On va dire qu'opérationnellement parlant, on peut compter sur à peu près entre 4 et 5 000 agents de bonne qualité. D'accord. Alors, n'importe quel agent de sécurité ne peut pas forcément devenir agent de protection physique. Tout à fait. Vous l'avez dit, c'est très structuré. Qu'est-ce qu'il faut comme diplôme pour être agent de protection physique? Alors, aujourd'hui, il y a des stages dans des organismes de formation. Oui. Mais c'est vrai qu'on va, nous, plutôt tendance à récupérer des anciens d'unités spécialisées de la défense ou de l'intérieur, qu'on va récupérer dans nos sociétés et qui, eux, ont déjà reçu ces formations bien en amont, ces années d'activité, d'où la spécificité de notre métier. Et de toute manière, ils sont quand même obligés de passer à travers cette formation qui est obligatoire pour avoir la carte CNAPS. Et d'ailleurs, en pourcentage, ceux qui sont issus de la police, de la gendarmerie ou de l'armée, c'est à peu près? Je dirais qu'il y a un plus grand nombre d'opérateurs issus de la défense que issus de l'intérieur. À la défense, ils ont des carrières qui peuvent s'arrêter aux alentours des 40-45 ans et ils ont une deuxième activité, une deuxième vie dans la sécurité privée. Au sein de l'intérieur, ils sont en retraite beaucoup plus tard. D'accord. D'où ce décalage en pourcentage. D'accord, parce que c'est un métier où potentiellement quand même il faut rester assez jeune et tant qu'à faire, physiquement. Oui, exactement. Donc effectivement, à l'armée, on sera un petit peu plus tôt. Voilà. Donc on reste dans un état de forme optimal. Ouais, tout à fait. Avant de parler de SafeProtect, je voulais savoir si le marché de la sécurité se portait bien après ces 2 ans de pandémie et de confinement où bien évidemment, on a eu beaucoup moins de visiteurs étrangers, de touristes et de personnalités qui potentiellement auraient pu faire appel à ces agents. Alors, il faut quand même. C'est pas parce qu'il y a la pandémie que les menaces n'existent plus. Non. Et les personnes qui sont protégées, elles le sont pour une raison bien particulière et elles le sont toujours. Oui. Et alors effectivement, sur tous les clients étrangers qui venaient en France, il y a eu une baisse considérable à cause de la pandémie. On avait noté juste avant qu'il y avait quand même une progression dans notre secteur d'activité qui était de 20%. Ça, c'était quoi, en 2018, ouais, 2019? C'est ça, voilà, exactement. Et puis je pense que ça reprendra après. Mais oui, c'est vrai. Il y a quand même beaucoup moins de visites officielles et de CEO qui venaient en France. Ça s'est un peu estompé. Ouais. Et à ce propos, est-ce que les étrangers, que ce soit des officiels ou des personnalités, dans ce cas-là, quand ils se déplacent dans un pays comme la France, font appel aux spécialistes de la protection physique
français ou ils viennent avec leur propre... Alors vous avez les deux cas de hommes. figure. Vous avez les deux cas de figure. Les Américains, ce qu'il faut savoir pour les Américains, la protection physique d'un CEO, c'est imposé par leur assurance. Donc un dirigeant d'entreprise, un PDG. Un dirigeant d'entreprise, c'est imposé par leurs assurances. Donc ils sont obligés d'avoir une sécurité. Ouais. Donc souvent, ils détachent quelqu'un de leur équipe de sécurité qui vient en amont préparer la visite, mais qui s'appuie toujours sur des ressources locales, en l'occurrence sur nos entreprises. D'accord. Et c'est comme ça qu'on travaille avec ces délégations étrangères. D'accord. Alors, Safe Protect, qui a été créé en 2016, Ouais. ça Par Jacques Lefranc. Exactement, qu'on salue d'ailleurs, Ouais, tout à fait. qui nous regarde, a pour but de fédérer les entreprises du secteur, de peser sur l'évolution de la profession et son adaptation aux enjeux de notre époque, de pallier à son manque de reconnaissance, on va en parler ça, et de faire entrer la protection physique des personnes dans une nouvelle ère. Qu'est-ce que vous voulez dire par le manque de reconnaissance ? Alors, en fait, c'est vrai qu'on travaille auprès du ministère de l'Intérieur, enfin, on fait des réunions avec le ministère de l'Intérieur, la DLPJ, le CNAPS, Ouais. pour que notre métier soit mieux reconnu, ce qui n'est pas encore tout à fait exact, parce que ce qu'on appelle le métier de garde du corps, ce n'est pas que ça. Une mission de protection physique de personnes, c'est avant tout de recherche d'informations en amont, recherche sur les réseaux sociaux, préparation de la mission, l'advance sur le terrain, la personne qui va aller préparer les rendez-vous en amont, checker les salles, checker la chambre d'hôtel, les véhicules. Vous avez la mission en elle-même qui est l'accompagnement de la personne avec 1, 2 ou 3 agents. Généralement en France, c'est 1. 2, c'est du grand luxe hein, dans le privé. Et puis après, éventuellement, une mission de contre-filature, voir si la personne n'est pas suivie. Donc c'est tout un ensemble de métiers qu'on essaye de faire reconnaître par le CNAPS, justement, qui est notre organisme de contrôle. Qu'est-ce qui bute justement en ce moment avec le CNAPS, qui fait que ça ne soit pas complètement reconnu tel quel ? On met un petit peu de temps à leur faire. Il y a des réticences de leur part ? Non, c'est une méconnaissance. C'est pour ça qu'on justement on essaye de faire évoluer et mieux connaître notre métier. Il faut les emmener sur le terrain. Il faut les emmener. Oui, on leur demande de venir sur le terrain, tout à fait. Alors, oui, je vous en prie. Oui, puis alors, on parle avec eux sur cette problématique d'armement aussi. Voilà. D'accord, on va y revenir. Ces hommes de confiance, finalement, ce sont des hommes de confiance. On a parlé du avant, pendant et après un déplacement, mais c'est aussi au quotidien, j'imagine, d'être proche des gens qui protègent. C'est un chef d'entreprise, par exemple. Tout à fait. Même s'il est à son domicile, j'imagine qu'on est quasiment 24 sur 24, 7 sur 7. On n'est pas 24 sur 24, mais effectivement, il y a un lien qui se crée entre la personne et ce qu'on appelle ses officiers de protection, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine institutionnel. Hein, tout à fait. Il y a toujours eu des liens qui sont créés à force de travailler pendant des années, à les accompagner en voyage, à leur domicile, pendant les vacances. C'est vrai qu'il y a un lien qui se crée. Et ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'on va confier sa sécurité à quelqu'un dans lequel on a confiance. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est très important d'ailleurs. Combien d'adhérents y a-t-il aujourd'hui On est une dizaine, on représente 70% du marché à peu près. Donc grosso modo, 30 vraies bonnes entreprises en France. Ouais, tout à fait. Je crois qu'on en dénombre une centaine. Il y en a une centaine, mais après vous avez des petites sociétés un peu unipersonnelles qui vont se créer pour un contrat. Voilà. Mais nous on représente les entreprises françaises qui ont pignon sur rue, entre guillemets. Est-ce qu'il reste encore des entreprises on va dire peu sérieuses, on en a entendu parler un petit peu. Il y en aura toujours, malheureusement. Il y en a toujours. Il y en a toujours quelques-unes, mais bon. De toute façon, j'imagine que ça se travaille beaucoup par le bouche à oreille et que très rapidement. C'est exactement ça. C'est le relationnel qui fait qu'on va appeler à telle ou telle société pour assurer une mission de protection auprès d'un client. Alors, chez Safe Protect, vous dites que la protection physique des personnes est encore assimilée aux autres secteurs de la sécurité privée et que cet état de fait est un frein à la professionnalisation, pas facile à dire, en cours du secteur et limite les possibilités d'action de ces entreprises. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu pourquoi Alors, il y a un certain nombre de grands groupes de surveillance humaine, effectivement, qui aimeraient nous réduire un peu à peau de chagrin sur notre spécification. Pourquoi Alors, c'est des raisons un peu méconnues, et des raisons pour lesquelles, à mon avis, c'est qu'ils ne connaissent pas notre métier, ou alors ils aimeraient bien un petit peu en profiter et marcher un peu sur nos plates-bandes, et on le voit ces derniers temps, un certain nombre de sociétés qui font de la surveillance humaine, qui vont développer une petite activité de protection rapprochée,
et qui vont prendre un agent de surveillance humaine un jour, et puis le lendemain, on va lui mettre une cravate, ils vont dire tiens, tu vas avoir une petite mission de protection en faisant du dumping. Non, ça, on essaye de militer pour ça n'existe pas, quoi. Ce sont des métiers à part entière de chirurgien, quelque Exactement. part. Donc on ne peut pas tirer les prix vers le bas. C'est une expertise, c'est des années et des années de métier, d'entraînement. Et voilà, on ne se met pas à garde du corps comme ça en 5 minutes. C'est pas possible. Et quand on voit qu'effectivement, ce sont pour une grande partie des hommes et des femmes maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de femmes. Issus des milieux spécialisés de la défense et de l'intérieur. Par exemple, des forces spéciales, du GIGN, du RAID. En l'occurrence, du RAID. Vous avez des unités de l'armée aussi qui forment de la sécurité pour protéger leurs généraux à l'étranger. Donc il y a des très très bonnes unités. Donc des expertises que d'autres agents ne peuvent pas avoir, tout simplement. Pas du tout. Et puis c'est un métier à part entière, c'est une expertise à part entière. Et ça vraiment, cette expertise, il y a un salaire à côté. Si on veut avoir de bons agents, il faut pouvoir bien les payer. C'est sûr. Et voilà, donc c'est pour ça que ce dumping qui est fait un petit peu en ce moment par certaines boîtes, voilà, on essaye de se battre contre ça. On n'aura pas l'excellence si on a des prix bas. Exactement. Parce que ça veut dire qu'on les paye mal. Exactement. Alors que faire justement pour ne plus être noyé parmi les autres secteurs de la sécurité privée? Quelles sont les stratégies? Les stratégies, justement, c'est de continuer. Alors, c'est grâce à vos plateaux, on peut parler de faire connaître notre métier. C'est vrai qu'on a un naturel un petit peu discret de par notre activité, parce qu'on préfère ne pas être dans la lumière. Vous n'aimez pas trop en parler, hein? Non, on n'aime pas trop en parler. Non, mais ça, c'est important, la communication. Alors, oui, mais la discrétion est importante aussi. Bien sûr, discussion par rapport aux clients, j'imagine. Exactement. D'où la problématique, de temps en temps, de montrer des missions. Le client n'aime pas. Bien sûr. Et un certain nombre de sociétés comme les nôtres, on n'aime pas bien montrer non plus comment on fonctionne. On y travaille, nous, chez News Sécurité, pour essayer de vous faire découvrir en immersion. On travaille avec Christophe là-dessus. Alors, les chantiers de SafeProtect, c'est donc, on va les faire un par un. La formation, c'est extrêmement important. Tout à fait. On a d'ailleurs, grâce à SafeProtect, on a pu élaborer ce CQP A3P, qui a été d'ailleurs validé par le ministère de l'Intérieur, la DLPAJ, le CNAPS. Donc, on a apporté cette contribution, ce qui était quand même très intéressant. C'est un grand pas en avant. D'accord. Voilà. Et un référentiel de formation continue aussi. Oui, tout à fait. Parce que ça, vous constatiez que ça manquait un petit peu de pouvoir... Il n'y a pas de secret. Plus on s'entraîne, plus il y a de la formation et mieux ça va sur le terrain. Et ce référentiel est devenu obligatoire pour renouveler sa carte professionnelle. Tout à fait. D'accord. Ouais, donc ça, aujourd'hui, on est obligé de passer par là. Formation, alors pour revenir sur l'armement, qui est aussi un des piliers sur lesquels vous travaillez, il y a une formation aussi là-dessus, mais inévitablement. Il y a une nouvelle formation qui vient d'être créée, justement, qui va être le CQP APR armée, qui est déjà rentré en vigueur. Je crois qu'il y a 3 centres de formation qui vont pouvoir délivrer cette carte. Alors, nous, on milite justement, SafeProtect aimerait, sur la délivrance des ports d'armes, sur la demande et la délivrance de ports d'armes, d'essayer de raccourcir les délais entre la demande et l'autorisation. Ça passe par tout un cheminement auprès du ministère de l'Intérieur. Qui est de 6 mois? Qui est de 6 mois pour l'instant. C'est long. C'est tout à fait normal qu'il y ait un contrôle, qu'on ne va pas donner une arme à n'importe qui. Et toutes les missions n'ont pas besoin d'avoir des agents de sécurité armés. Mais c'est vrai de temps en temps, on a loupé un certain nombre de missions parce que ce délai est trop long. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on essaye de faire en ce moment, de collaboration avec la DLPAJ et avec le CNAPS, pour essayer de réduire ce délai. Quoi. Il y a combien d'heures de formation au maniement de l'arme aujourd'hui? Après, alors je crois que ça va être une centaine d'heures. Une centaine d'heures. Mais après, nous, on conseille que chacun s'entraîne par eux-mêmes. On est tous affiliés à des clubs de tir et on va s'entraîner régulièrement sur le maniement de nos armes. Et dans le référentiel de formation continue, on continue aussi pour les agents armés et également tout du long de l'année, tout du long, des entraînements, au moins imposés, si c'était plus, s'ils le souhaitent, bien sûr. Donc la formation, c'est une chose. On a aussi des points de progrès que vous soulignez, c'est l'accès à la profession. Quel est le problème à ce niveau-là? Alors, qu'est-ce que vous appelez par l'accès à la profession?
J'ai l'impression qu'effectivement, chez Safe Protect, c'est ce que vous annoncez, c'est de faciliter l'accès à la profession, peut-être, ou de l'ouvrir. C'est d'ouvrir par rapport à ce qu'on appelle aux missions de complaisance. Ouais. Effectivement, c'est le Conseil constitutionnel ou d'État qui a estimé à 80 millions ces missions de complaisance qui pourraient être fournies éventuellement à la sécurité privée. Pareil, c'est tout un dialogue qui doit se faire avec le ministère de l'Intérieur pour voir quel type de mission pourrait être éventuellement donné à la sécurité privée pour désengager le SDLP aujourd'hui ou d'autres services de protection des ministres. Saturés de demandes de missions. Ouais. On voit bien qu'il y a une agressivité croissante. Des demandes de protection un peu partout. Et voilà, donc de dire, nous, on peut vous aider, on peut être là, mais voilà. Pour l'instant, c'est dans le cadre de la coopération publique-privée. Oui, ce serait bien. Quel type de mission, plus particulièrement, justement ? Ça, c'est un... On pense à quoi actuellement ? Il y a peut-être un certain nombre sur des missions, par exemple, sur des missions officielles, vous avez l'autorité qui est prise en compte par le SDLP. Peut-être que quand il vient avec ses enfants, son épouse... ou un certain nombre d'autres personnes de la délégation, ça pourrait être pris en compte, par exemple, par le privé. D'accord. Il y a peut-être quelques vieilles missions régaliennes qui existent au jour d'aujourd'hui, qui sont prises en compte par le SDLP, qui pourraient être sous-traitées au privé. D'accord. Mais là encore, c'est un travail de collaboration, enfin de discussion, d'échange avec la DLPAJ, éventuellement l'UCLAT, parce que c'est l'UCLAT qui donne la catégorisation de la nature de la mission de protection. Donc voilà, c'est un échange qu'on doit avoir. Mais pour l'instant... Donc là, on est vraiment dans le développement du continuum. Exactement. Parmi vos domaines d'action, comment ça fonctionne avec vos adhérents, justement ? On voit que vous avez le développement économique, évolution de la législation, formation des personnels ou encore armement, on en parlait tout à l'heure. Ce sont donc tous ces domaines de réflexion avec vos membres. On échange mais comment régulièrement. Ça peut être soit autour de réunions qu'on fait tous les trimestres. D'accord. Donc c'est trimestriel en général. Voilà, exactement. Ou ça peut être sur un sujet particulier, on va s'appeler entre nous, on va se voir et puis on va échanger sur une problématique précise. D'accord. Donc quand il y a des réunions avec les organismes étatiques, on demande à tel ou tel ils peuvent venir nous accompagner. Voilà. D'accord. Ça marche par abonnement ? Comment ça se passe ? Il y a une cotisation annuelle. D'accord. Voilà, aujourd'hui, j'imagine qu'il n'y a pas une centaine d'entreprises qui viennent frapper à la porte du fait de la petitesse du marché, entre guillemets, et du petit nombre d'entreprises de qualité. Exactement. Alors, pour terminer, Christophe, je vais vous demander qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui nous regardent et qui seraient tentés de faire ce métier, par quelle étape ils doivent passer ? La première étape, de toute manière, c'est faire sa demande auprès du CNAPS, qui va vous envoyer suivre un stage. C'est un centre de formation pour la délivrance de la carte CQP agent protection. D'accord, ça c'est la première étape. Ça c'est la première étape. Et puis après, c'est de rentrer dans des entreprises. On ouvre aussi à des jeunes. Faut pas croire qu'on va utiliser que des anciens de tel ou tel service. On ouvre aussi à des jeunes. Ils viennent déposer des CV, et puis après on les utilise sur des petites missions, pas forcément auprès du client tout de suite, mais sur des missions de reconnaissance, de mise en place du plan de sûreté, suivant leur background, et puis voilà. Mais on laisse la place aux jeunes. Ils peuvent espérer avoir du boulot facilement. C'est un marché en croissance quand même. Est-ce qu'il y a des manques ? Oui, alors je vous dis, en plus, avec cette crise Covid, toutes les petites missions ponctuelles qui existaient pour l'instant sont un petit peu mises de côté, mais ça va revenir. Après, les missions, les missions longues, il n'y en a pas tant que ça en France. Donc, mais oui, il y a quand même de la place. Je souhaite rajouter une chose, c'est aussi qu'on peut espérer peut-être travailler aussi à l'étranger. Ah, tout Parce à fait. que ça, on en a parlé, on a parlé de la France, tout à fait. des personnalités aussi de l'étranger qui venaient en France. Tout à fait. Mais on travaille avec le MAE, qui a ouvert justement un certain nombre d'activités auprès des entreprises françaises, et notamment sur la protection physique, où on accompagne en collaboration avec les services de l'État, ça je tiens à le préciser, mais on a ouvert des chantiers en Libye, en Afghanistan, et puis sur d'autres pays grâce au ministère des Affaires étrangères. D'accord, mais alors spécifions que ce sont quand même des pays
complexe. Très complexe. Au niveau géopolitique. Ah, exactement. Et que ce sont plutôt des anciens des forces spéciales. Voilà. On va prendre ici, par exemple, là, je prends l'exemple de la Libye, où on a accompagné le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian. Donc là, on prenait des anciens du GIGN et qui collaboraient avec les gens du SDLP. Bien sûr. Pour ça, pour l'ambassadrice de France en Libye, pareil. Mais c'est un travail de collaboration. D'accord. Merci beaucoup, Christophe Bonamy. Merci, Alexandre. Alors, si vous voulez d'autres informations, eh bien, vous allez directement sur le site du syndicat des entreprises françaises de la protection physique des personnes, SafeProtect, ça s'affiche sur votre écran. Voilà. On remercie bien évidemment la Dream Team Agora, Benjamin Souhaité et toute son équipe pour la production et la réalisation de cette émission. On se retrouve très vite. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao. AG2R La Mondiale a été heureux de vous présenter Face aux syndicats.